Bien, on va démarrer. Bonjour, bienvenue sur ce live. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes dans le deuxième webinaire CSF sur les échanges numériques. On va faire une cartographie aujourd'hui de ces échanges et puis vous offrir des retours d'expérience. Pour cela, je suis ravi d'accueillir Benoît Barbelay, Claude Valenza, Laurent Scholz et Laurent Ayou. Bonjour messieurs. On va expliquer dans un instant ce que vous Bonjour. faites. On va regarder avec vous cette thématique pour laquelle vous êtes venus aujourd'hui, vous qui nous écoutez. Euh, Je vous invite à poser, si vous avez des questions, à les poser via le chat, ce qui nous permettra de discuter tout en laissant donc vos caméras et micros coupés. Ce webinaire est enregistré, on vous enverra le lien, on le postera sur YouTube, on vous enverra le lien d'ici quelques jours. Alors, pour ceux qui sont ici pour la première fois et qui découvrent WeNetwork, je vous donne une phrase qui nous représente. Nous croyons que la transformation digitale est l'avenir de l'industrie. Donc, en tant que centre technique, notre mission, c'est d'accélérer et de sécuriser les projets de transformation digitale de nos clients, que ce soit des projets de conception ou de fabrication de produits comme des objets connectés, ou alors des projets d'amélioration de process. Pour réaliser cette mission, on apporte du conseil pour sécuriser les projets, on propose aussi des formations pour que vous soyez autonome, et on s'assure qu'on peut mettre en œuvre ce qu'on vous raconte via notre ligne de prototypage. Alors, vous êtes tous ici pour la même chose. Vous vivez une pénurie de composants qui a accéléré le besoin de digitaliser certains process. Certains l'ont fait, ils sont ici parmi nous et ont des retours à vous partager. Alors, messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ben, Laurent? non. Bonjour, Claude Valenza. Donc, je suis directeur supply chain et achat industriel du groupe Eolan. Bonjour, Benoît Barbelay, je suis responsable supply chain chez Wattswater Technologies. Bonjour, Laurent Stolz. Je suis supply chain spécialiste au sein du groupe Avnet, distributeur de composants. Bonjour, Laurent Ayou, directeur de projet chez SRCI, en charge de l'hébergement de la plateforme Tissu. Merci. Alors, on vous a promis une cartographie des flux. Laurent, je vous laisse la présenter. Oui. L'idée, en fait, c'était de vous montrer, de vous faire un petit état des lieux de la situation par rapport à la filière électronique en termes d'échange de données. Donc, en fait, là, on a essayé de représenter de façon très simplifiée la chaîne de valeur de la filière électronique qui part du fabricant. Ensuite, on va retrouver les distributeurs, la sous-traitance et les donneurs d'ordre équipementiers systémiers. Donc, c'est vraiment une représentation hyper simplifiée. Juste pour mettre en évidence le fait qu'effectivement, au sein de cette chaîne de valeur, de cette filière électronique, on va retrouver 4 grandes familles d'échanges de données. L'EDI, le portail web, l'email et plus récemment, on a vu apparaître effectivement des échanges via API pour Application Program Interface. L'idée, en fait, c'est de se dire qu'effectivement, il y a différents niveaux de maturité d'acteurs au sein de la filière, que ce soit au niveau fabricant, distributeur, sous-traitant, équipementier. Il y a différents secteurs d'activité qui dictent plus ou moins leur mode de fonctionnement et leurs standards. Et du coup, effectivement, il faut vivre avec cet écosystème-là et faire en sorte que les acteurs entre eux puissent échanger les informations de la façon la plus efficace possible. Donc, on est amené effectivement à devoir trouver des solutions et des passerelles pour pouvoir échanger entre nous, entre les différents acteurs de la filière. Donc, au niveau de l'EDI, je vais un petit peu détailler en fait au niveau de l'EDI. On va retrouver effectivement les grands standards. Donc là, l'EDI fait qu'à un moment donné, on va retrouver des standards du marché, que ce soit EDIFACT, VDA ODET pour le secteur automobile, l'XML, l'UNCFAC pour effectivement tout ce qui est plutôt industriel. Et de ce fait, effectivement, l'EDI est relativement standardisé et aujourd'hui, on arrive à très bien communiquer entre acteurs utilisateurs EDI. Si tu peux revenir sur le slide précédent, s'il te plaît, Jean-François.
On retrouve le portail web, donc là, plus conventionnel, où là, effectivement, le client va demander à son fournisseur de se connecter avec possibilité, en fonction des portails, de faire de l'intégration de données, enfin du download d'informations et de l'upload. On a l'email qui reste encore majoritairement utilisé, notamment chez les clients fournisseurs les moins matures, où là, effectivement, on va encore retrouver des échanges de données structurés via PDF, mais on va également retrouver des fichiers type Excel, CSV, TXT qui pourront et qui sont d'ailleurs interfacés de façon semi-automatique avec certains systèmes. L'API, bon, on reviendra sur et je pense que Jean-François fera l'annonce un peu plus tard, c'est un sujet qui va revenir en discussion sur le 3e webinaire. Donc, vous en saurez plus à ce sujet lors du 3e webinaire. Globalement, les types d'informations qui sont échangées au sein de la filière vont concerner aussi bien le master data. Donc là, ça va être effectivement tout ce qui est identification des produits, référencement des produits. On va pouvoir récupérer les informations type référence fabricant, conditionnement, les délais qui sont actuellement très, très mouvants. Donc, on peut effectivement réactualiser les délais via ce type d'interface. Le stock disponible, effectivement, tout ce qui a trait au backlog, donc les commandes, les accusés réception de commandes, les avis d'expédition qui permettent de donner de la visibilité sur les flux de marchandises entre clients-fournisseurs, le forecast et forecast response, un petit peu moins usité, mais qui reste quand même quelque chose qui peut aujourd'hui être communiqué, les cotations, les factures, et effectivement, pour un certain nombre d'acteurs un peu plus matures, ce qu'on appelle le control tower, qui permet d'avoir une visibilité sur l'ensemble de la chaîne, de bout en bout, et récupérer des informations essentielles pour pouvoir anticiper et prendre des actions en avance de phase. Voilà. Effectivement, sur le slide suivant, rapidement, ce qui est important de constater, c'est qu'effectivement, en fonction du secteur et du secteur concerné, il peut y avoir effectivement des standards qui se dégagent, qui sont imposés par les grands donneurs d'ordre. Donc, pour l'aéronautique, la défense, on va retrouver Air Supply, par exemple, qui est aujourd'hui déployé au sein de la filière aéronautique. L'automobile, ça va être effectivement plutôt de l'Edifact, VDA, Odette. Le semi-conducteur, bon là qui concerne plutôt la relation fabricant-distributeur, il y a un standard qui se dégage qui est le Rosetta Net. Et effectivement, on voit au niveau du secteur public, notamment pour tout ce qui est facturation, le standard Chorus qui aujourd'hui s'impose. Voilà. Merci Laurent. Donc, c'est beaucoup de standards différents, beaucoup de données à échanger. Est-ce que Claude, chez Olan, qu'est-ce que vous avez mis en place? Chez Olan, en fait, donc on travaille avec certains de nos clients en EDI également, essentiellement les clients sur lesquels il y a une volumétrie importante d'échanges de données. Et on fait la même chose en fait avec nos principaux fournisseurs, essentiellement tournés électroniques, où on a des volumes d'échanges relativement importants. Donc, on a mis en place en fait tout ce qui est les messages order response essentiellement, mais on a également avec certains d'entre eux les shipment notice qui nous permet de préparer un petit peu les réceptions de composants. On a mis en place également au travers d'une plateforme avec SupplyFrame un outil qui nous permet en fait de réaliser des cotations en automatique et en EDI également. Donc ça nous permet de gagner beaucoup de temps sur les réponses vis-à-vis de nos clients. Voilà en fait ce qui a été mis en place essentiellement côté EDI. Après, on a des échanges un peu comme le disait Laurent sous forme de fichiers avec des fournisseurs pour établir
les matchings de backlog et s'assurer que ce qu'on a dans notre système, c'est le reflet à l'identique de ce qu'a le fournisseur dans son système. Et ça nous permet aussi d'aller rapidement aux lignes sur lesquelles on a des problèmes. Voilà voilà ce qui est mis en place en fait côté Eolan. D'accord, merci. Et côté Watts, Benoît? Aujourd'hui, nous, on a principalement orienté notre démarche EDI avec nos principaux fournisseurs, pour lesquels aujourd'hui on a des gros volumes de lignes. Vous allez l'entendre souvent, je pense, c'est quand même un élément important, c'est-à-dire que l'investissement qui est mis aujourd'hui dans une intégration EDI, donc pas si importante que ça, je pense, mais elle doit être rapidement efficace. Et voilà, donc on l'a mis principalement avec nos distributeurs de composants électroniques. Voilà, donc on travaille avec nous avec un partenaire qui assure la transcription, le match entre nos lignes sortantes et les lignes fournisseurs, de telle manière à ce que voilà, et ça offre quand même un certain confort en termes de confidentialité, de maintenance du flux, de la connectivité, etc. Donc, voilà, il y a différents choix, je pense que ça va être abordé par ailleurs. Voilà, donc aujourd'hui, côté client, nous, on n'a pas aujourd'hui les volumes ou l'émission du besoin encore pour standardiser nos échanges de données via un EDI. Voilà. Ouais. Quel gain vous trouvez alors via ces échanges-là aujourd'hui? Je dirais que le gain immédiat aujourd'hui, il est clairement sur du temps humain et sur la fiabilité de saisie. On écarte des erreurs de saisie potentielles que les gens peuvent faire. On dégage du temps à beaucoup plus de valeur, enfin, pour que les gens déploient de la valeur ajoutée plutôt que de recopier, en fin de compte, l'accusé de réception ou la commande d'un fournisseur. Voilà, on échange en fait, on a un flux d'informations qui est quand même très accéléré entre nos fournisseurs et nous. Il y a certaines conditions, en l'occurrence, et Claude l'a évoqué ainsi que Laurent, c'est à un moment donné d'être d'accord sur les données techniques et ce que veut dire une carotte en face d'une carotte et ce que veut dire tel composant en face de tel composant. Mais de lors que c'est suivi et puis qu'on travaille sur des références qui tournent, il y a un réel gain immédiat en termes de humain en fait et de temps. Donc, c'est-à-dire qu'il faut des données homogènes entre les clients fournisseurs avec qui vous travaillez et puis vos bases de données. Est-ce que ces données-là, une fois qu'elles sont mises en place, est-ce qu'il y a des process particuliers pour les maintenir à jour? Côté Eolan, en fait, on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait mettre en place un processus de mise à jour justement de ces données pour nous assurer que ce qui était dans la base était toujours valable. Alors en particulier, tout ce qui tourne côté composants, c'est l'aspect mise à jour des lead time. Et aujourd'hui, avec la crise des composants qu'on traverse, c'est une donnée extrêmement importante. Et on voit bien, en fait, ça va tellement vite que on a même de temps en temps sur la chaîne directement auprès du fabricant une non-volonté de mettre à jour leurs propres données dans leur système, ce qui fait qu'on peut se retrouver de temps en temps avec quelques données erronées sur les lead time des composants. Et c'est là où il faut être très vigilant, en fait, dans le processus de mise à jour que vous mettez en place pour qu'il intègre bien cette contrainte. Enfin, nous, je sais, on travaille directement à partir des alertes des fabricants parce que en fait, c'est la donnée qui est la plus à jour et la plus juste en fait lorsqu'on veut échanger rapidement des informations. C'est le côté, on va dire, c'est l'envers du décor de la partie EDI. Hein. On veut envoyer énormément d'informations
dans un laps de temps le plus court possible, il est évident qu'il faut trouver en fait les bons stratagèmes pour que la mise à jour des données soit également réalisée le plus rapidement possible dans le système. Et ça, donc l'EDI vous permet, avec ces mêmes standards, de faire ces mises à jour. Alors oui, tout à fait, oui, on réalise toutes ces mises à jour en fait grâce à tous ces échanges de fichiers et d'informations, soit par EDI, soit directement en fait par des fichiers CSV selon les fabricants, selon les informations qu'on reçoit. C'est différent en fait en fonction du type d'alerte ou du type de mise à jour qu'on nous demande de mettre en avant. En termes de typologie après, donc de messages, on parlait donc de bases de données, d'articles, etc., de forecasts. Est-ce que par exemple les forecasts, vous en avez mis en place avec certains clients ou fournisseurs? Alors, ouais, vas-y, Benoît, vas-y. Alors chez Watts, non, aujourd'hui, on passe pas le forecast via EDI. Néanmoins, c'est tout à fait quelque chose qu'on est en train d'envisager ou de prévoir. Nous, aujourd'hui, on s'est focalisé, je pense aussi, Laurent avait évoqué des flux de facturation et autres. On est vraiment aujourd'hui, nous, sur un flux de commandes avec une émission de commande et une attente d'accusé d'acknowledgement de cette commande-là. Claude a en fait bien évoqué la notion aussi de partage de données d'information. Je pense que dans le process, ce qui est intéressant aussi, c'est bien de distinguer ce qui est de l'ordre du transactionnel et ce qui est de l'ordre de l'information, même aussi vitale qu'elle soit. Il y a quel est l'échange d'informations et puis quel est l'échange d'informations, je dirais, transactionnelles qui génèrent en fait, des mouvements. Typiquement, en ce moment, la mise à jour de date de livraison étant très mouvante, je pense que tout le monde en a connaissance, bah, c'est d'autant plus aujourd'hui quand ça a été mis, je veux dire, en place dans une période où c'est, on va dire, normal, où ça fonctionne plutôt bien. Bah, quand ça se complexifie, on aurait tendance à croire que justement dans un environnement très changeant, l'automatisation a tendance à tousser. Bah, en l'occurrence, là, ça nous permet quand même au lieu d'avoir des petites mains qui remet à jour ces dates de livraison quotidiennement ou de manière hebdomadaire, bah, c'est un flux quand même et un gain de temps, encore une fois, qui est très notable. Donc nous, en échange, voilà, sur le flux, le forecast, non, et pas envoyer mes cheveux. Chez Hollande, je sais pas où ça en est, Claude. Alors nous, en fait, au niveau des forecasts, c'est envoyé toutes les semaines à nos principaux distributeurs. Pour l'instant, c'est pas envoyé en EDI, c'est envoyé sous forme de fichier. Ça fait partie des sujets en fait qu'on est en train de regarder pour la prochaine évolution, on va dire, de l'EDI, pour pouvoir envoyer ces forecasts directement et recevoir aussi directement les réponses à ces forecasts en EDI par les distributeurs. Là, c'est beaucoup de process à mettre en place, de process à réfléchir avec les gens à qui vous connectez. Oui, c'est ça. Il faut en fait, il faut bien savoir ce qu'on veut envoyer comme information, comment on veut la traiter, comment elle est traitée chez le distributeur et de sorte en fait que ces échanges-là soient à la fois de qualité et ne viennent pas en fait perturber l'humain, quoi, si j'ose dire. L'idée, c'est vraiment en fait que tous ces échanges d'informations et tout ce process qu'on aura réfléchi en fait avec le distributeur nous permettent d'échanger, d'injecter directement dans nos systèmes les données sans qu'on ait besoin en fait de les retravailler. Sinon, on perd tout l'effet et tout l'intérêt de l'EDI, quoi, en fait. Laurent, toi qui as géré beaucoup de projets côté EDI, est-ce qu'il y a une part du process par rapport à
à la part technique qui est vraiment importante. Côté process est plus qu'important, puisqu'il y a la véracité des données et la qualité, on va dire, des données qui vont pouvoir être exploitées et traduites. Donc, ouais, sur le système EDI, il va falloir bien définir par rapport à l'acheteur et le fabricant quels sont toujours les mêmes types de données qui vont pouvoir être véhiculées et selon le process métier attendu. Donc, à l'heure actuelle, order de response, demande forecast, forecast response, oui, ce sont des flux, on va dire, et des types de process qui sont génériques et qui sont exploitables. Maintenant, il y en a bien d'autres à mettre aussi en place. Donc, en termes de technicité, après, c'est la communication qui va prendre le relais en EDI. Donc, ça, on en parlera sûrement, je pense, dans un autre webinaire. Là, bon, chacun assure les services qu'il faut pour véhiculer ces informations. Voilà. Aujourd'hui, on a ces deux formats surtout utilisés dans l'aéronautique plus que dans l'électronique. Le forecast est, pour ainsi dire, même en avant dans l'aéronautique par rapport à l'électronique. On a aussi la partie dispatch advice, non, dont on ne parle pas, qu'ils utilisent beaucoup aussi. Donc là, c'est plutôt les retours. À partir du moment où on a fabriqué, ben, on fait des avis d'expédition. À partir des avis d'expédition, on va pouvoir derrière gérer la facturation. Donc on peut, à chaque process, dérouler d'autres process. Je vois que côté aéronautique, ils ont déjà une plage de process assez bien identifiée. Mais bon, comme ils ont des données normées, ce qui n'est pas obligatoirement le cas de tous ceux qui travaillent en électronique, c'est là où je reviens à dire, voilà, de statuer sur la véracité des données qui vont être exploitées donnera tout le confort, en gros, de traitement de l'information au sein des ERP en EDI, si ça a bien été, on va dire, analysé en amont. Voilà. C'est une clé de réussite, donc vraiment Ah ouais, statuer. pour moi, c'est primordial. S'il n'y a pas ça, on peut avoir tous les meilleurs process. Il y a un moment, il y a un X, il y a une non-correspondance, ça veut dire qu'il y a reprise de données, il y a retouche de données. Donc, le temps qu'on aurait pu gagner, on va le doubler, mais exponentiellement, à rechercher des erreurs dont on n'a pas lieu de chercher. Voilà, tout simplement. Il y a d'autres clés que vous voulez partager de réussite de projet au-delà de la sémantique à bien mettre en place avec les partenaires? Oui, ça en fait partie, la sémantique. Mais bon, après, ça dépend sur quoi on se base en termes de normes d'échange, on va dire. Donc, ça, faisabilité. D'accord. Est-ce que le web EDI, vous avez essayé, Claude ou Benoît? Pour ma part, non. Aujourd'hui, WebDI, je crois pas on n'a rien aujourd'hui de ce type-là. Mais ouais, D'accord. Et chez le Ola? web EDI est beaucoup utilisé dans la grande distribution. Je ne sais pas après si ça fait partie aussi de notre scope là, où ils mettent des portails à dispo, mais ça veut dire que chaque distributeur a un portail qui lui est propre. Donc ça veut dire que chacun doit s'adapter à un portail avec une façon de véhiculer les données. Et donc c'est aussi un peu problématique, parce qu'il faut avoir une mémoire assez forte, pouvoir se connecter un peu partout, échanger les données selon des formulaires qui sont mis en place, mais c'est un petit peu, ça paraît plus facile, et au final, bon, ça demande beaucoup plus de méthodologie, puisque on va dire chaque distributeur qui va travailler en web EDI va avoir sa propre notion d'échange au niveau de ce portail. Voilà. En plus, ça va dépendre aussi des explorateurs avec lesquels on va pouvoir les contacter, avec la sécurité que ça impose. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est un peu tendancieux, mais
on ne va pas au bout de tous les process que l'on pourrait décliner sous un système. C'est mon ressenti, hein, par rapport aux échanges que l'on a, nous, dans ce domaine. Un autre élément, je dirais, clé de succès ou de réussite, hein, on l'a bien évoqué, on est vraiment sur, on va dire, la clé de voûte, c'est les données, en tout cas se mettre d'accord sur les données, qu'elles soient standardisées dans le secteur ou pas. Le plus important reste en effet à ce que l'information soit partagée entre les deux parties. Mais ce qui revient en fait à dire que le vrai, enfin dans notre cas, hein, ce qui chez Watt, ce qui a marché, c'est que c'est un projet à plusieurs, quoi. C'est un projet partagé avec le fournisseur ou avec le client, un peu alors qui on met en place. Mais il faut qu'il y ait une réelle volonté des deux parties. C'est pas l'un qui s'impose à l'autre dans un sens comme dans l'autre. Et à partir de ce moment-là, ben, on arrive à faire trouver, on arrive à faire parler nos bases de données avec ou pas une tierce partie, comme c'est le cas pour Watt avec ses distributeurs. Mais ça, voilà. Mais c'est une des clés importantes, hein, c'est que ce soit un projet qui soit en phase côté fournisseur et côté client. Est-ce que vous avez des choses à dire à des personnes qui voudraient se lancer un petit peu dans l'EDI pour commencer avec des quick wins? Dirons-nous que les messages les plus faciles à mettre en œuvre sont bien les messages d'order et de order response. Que ce soit côté client ou côté fournisseur, c'est quand même le sujet le plus simple à mettre en œuvre. Dès qu'on veut rentrer ensuite dans la logique des order change, je pense que ça nécessite réellement de bien discuter avec notre interlocuteur en face de la façon dont il veut qu'on lui envoie les order change, quelle méthodologie on y applique, quelle formule. Enfin, l'idée, c'est pas nécessairement d'envoyer des tas de données simplement pour aller modifier de 4 jours une commande ou de l'avancer de 4 jours ou de la reculer de 4 jours, surtout sur des faibles montants. Donc, il y a quand même en fait toute une batterie de réflexions à avoir sur voilà, comment on veut envoyer ces données sans surcharger aussi la partie adverse. Je crois qu'il faut bien comprendre que la mise en place d'un EDI, ça doit vraiment être une relation gagnant-gagnant entre les deux acteurs. Sinon, s'il y en a un qui se sent plus lésé que l'autre, on n'est pas, enfin, on n'est pas sur une bonne base, on part pas sur une bonne base. Donc, il faut qu'on soit relativement vigilant sur l'ensemble des messages qu'on veut déployer pour que ça reste en fait du domaine du gagnant-gagnant dans les deux cas. Oui. Donc, en s'alignant après sur des standards, est-ce que quelque chose vous a aidé en fait à savoir quel standard utiliser? Est-ce que c'est des choses qui viennent de vos donneurs d'ordre? Nous, c'est venu assez naturellement en fait, en discutant en fait. Il n'y a pas eu ni de contraintes, ni d'hésitation. On est parti sur des defacts. D'accord, merci. Est-ce que Laurent, tu veux rajouter quelque chose par rapport à tous ceux qui sont connectés chez vous à Avnet?
Non, je pense que ça a été dit. En fait, ce qui est vraiment très important, c'est l'aspect process. Avant même de parler de digitalisation, et c'est vrai qu'il faut s'entendre sur le process à mettre en place, quel type effectivement d'informations on souhaite échanger, quelle est la séquence des informations échangées, notamment on remarque très souvent, on parle de commande et de prévision. Bien souvent, côté client, il y a une certaine séquence qui est à respecter et il faut que cette même séquence d'intégration, elle soit respectée côté fournisseur. Sans quoi, effectivement, les données sont automatisées, mais elles ne sont pas du tout intégrées de façon correcte dans le système du fournisseur. Donc, il y a effectivement une notion, avant même de parler de technique des données, il faut vraiment identifier le besoin, essayer de modéliser le process et harmoniser le process qu'on veut déployer. Ensuite, on peut envisager effectivement s'attaquer aux données. Donc, quand on dit données, on a un petit peu abordé, mais c'est effectivement la sémantique. Donc, quel type de données on veut échanger, comment les interpréter, qu'il y ait une homogénéité au niveau des process. Si effectivement on parle de numéro de commande ou voilà, si on part sur une sémantique en français et que sur un autre process, on est sur une sémantique en langue étrangère, ça peut poser quelques problèmes d'intégration. Donc, bien s'entendre sur la sémantique, la redondance également la mise à jour des informations est essentielle donc au niveau des données. Et une fois que tout ça est défini, bien définir également le côté technique. Donc, savoir effectivement quel est le mode de communication qui va être envisagé, quel est le protocole de communication, quel type de message, pour qu'on puisse effectivement spécifier écrire les spécifications techniques et définir les protocoles de communication. Et seulement une fois que les trois process, données, techniques sont identifiés, là, on pourra effectivement rendre les systèmes interopérables et pouvoir échanger les informations entre les acteurs. Donc, ne pas négliger la partie process. Effectivement, on a tendance à se focaliser sur l'aspect données, sur le côté technique. Souvent, on oublie le process et on s'aperçoit au bout du compte que les systèmes ne communiquent pas bien entre eux. Merci. Donc, on va bien commencer par les process avant d'aller vers la technique. Voilà, donc on a parlé un petit peu aussi des bénéfices attendus par la digitalisation. Benoît a évoqué un remplacement des tâches manuelles, la réduction de coûts, la qualité des données. Voilà, donc avec tout ça, avec des approches gagnant-gagnant. Merci à tous. Si vous n'avez rien à ajouter, je vous propose d'écrire des questions. N'hésitez pas à écrire ça dans le chat. Et puis en parallèle, on peut peut-être présenter les travaux que sont en train de faire au niveau du CSF, les travaux de la task force, justement sur tous ces standards qui peuvent perdre un petit peu. Quand on regarde tout ce qui existe finalement comme standard, il n'y a pas mais des standards, à la fois en termes de technique, mais aussi de process. Est-ce que Laurent, tu veux nous dire deux mots sur ce qu'est en train de faire le CSF? Oui, alors au sein du CSF, il y a un groupe de travail, Supply Chain, qui s'est constitué. Donc, il y a des distributeurs qui sont représentés, des sous-traitants, certains fabricants, un certain nombre d'industriels de tailles diverses, donc plus ou moins matures. Et donc là, l'idée, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est effectivement, et c'est ressorti à l'occasion d'une enquête qui a été diffusée en préalable de ces webinaires, c'est effectivement de donner un peu de matière aux acteurs de la filière par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur les prérequis pour démarrer une bonne collaboration d'échange. Et donc là, l'objectif de la task force, de ce groupe de travail, c'est de fournir un mode d'emploi, en gros, comment démarrer effectivement efficacement une collaboration, une digitalisation entre acteurs de la filière, où là, on va pouvoir vous communiquer un certain nombre d'éléments
Déjà, on a parlé de process, donc c'est effectivement essayer de lister de façon non exhaustive les process les plus représentatifs de la filière. Donc, on a parlé de commande, accusé, réception, prévision, avis d'expédition. C'est un petit peu les lister, de définir un petit peu, parce que pour chaque type d'échange, il y a des particularités et il y a effectivement des petites variantes qu'il faut intégrer en fonction des capacités système des différents acteurs de la filière, en fonction de pratiques, en fonction d'exigences d'une filière aval. Il peut y avoir effectivement des petites variations de process, des petites variations au niveau de la sémantique qu'il faut pouvoir intégrer. Donc là, l'idée, c'est de vous les présenter et d'aboutir à la rédaction d'un petit guide utilisateur que vous allez pouvoir utiliser. Alors, soit en interne, si vous êtes effectivement bien doté techniquement, vous avez un service informatique qui est capable d'exploiter les informations du cahier des charges, soit le confier à une tierce partie, un intégrateur ou une SS2I avec laquelle vous travaillez pour d'autres process internes. Donc là, c'est vous donner une petite boîte à outils avec un certain nombre d'informations et une ébauche de spécifications techniques. Donc là, on va mettre la priorité sur les messages essentiels, donc commande, accusé de réception dans un premier temps, et on va venir l'enrichir au fur et à mesure. Ça va dépendre un peu du temps qu'on va pouvoir consacrer à ce projet. Parce qu'on est pas mal occupé de par la crise actuelle sur d'autres problématiques plus factuelles et importantes pour nos entreprises. Et voilà, mais il y aura effectivement à l'issue de ce groupe de travail un certain nombre d'informations qu'on va pouvoir vous communiquer. L'idée, c'est d'aboutir d'ici septembre-octobre à une solution qu'on va pouvoir vous présenter en live, où là, on va mettre en place, on va vous présenter un pilote avec un acteur de la filière qui démarre de zéro, qui n'a pas du tout d'expérience sur le sujet et qui va jouer le jeu pour vous exposer la méthodologie, comment il s'y est pris, quels sont les choix qui ont été, de par son environnement, qui ont été identifiés au départ, la solution, le process, et voir de façon concrète comment il a pu du jour au lendemain collaborer avec ses fournisseurs et quel gain il a pu en tirer. Voilà. On va réinsister également sur les prérequis, on les a longuement abordés là, mais effectivement, il va falloir qu'on les réaborde parce que par expérience, effectivement, les échanges de données, souvent, le résultat est dégradé de par la qualité des données qui sont échangées. Et là, ça a été souligné par Claude. Effectivement, c'est un point hyper important et il faut s'entendre dès le départ à bien s'assurer que les bases de données, de part et d'autre, soient à jour, sans quoi, effectivement, l'automatisation n'a pas de sens et on va se retrouver très rapidement avec un nombre d'exceptions qui dépasse la normale et qui va complètement monopoliser les ressources qui n'ont normalement autre chose à faire que corriger des données et intégrer des données manuellement. Donc ça, c'est hyper clé et on insistera effectivement sur les prérequis en termes de mise à jour de données et notamment au niveau de la filière, tout ce qui est données techniques, informations essentielles, références fabricants, conditionnement, prix, bien entendu. Tous ces éléments qui, s'ils sont bien câblés, permettent derrière une intégration efficace des données, sans ressaisie. Donc ça, c'est valable aussi bien côté client que côté fournisseur, parce qu'effectivement, les AR en retour doivent être exploitables de la même façon par le client. Donc effectivement, c'est un soin qu'il faut emporter sur les bases de données de part et d'autre. Donc on abordera tous ces points-là et je pense qu'il y aura une communication à la rentrée pour vous donner plus de détails sur le calendrier. C'est ça. Et puis en parallèle, donc 2 webinaires qui vont se passer à la rentrée. Un premier dédié aux ETI ou
PME déjà bien équipé en ERP qui va parler technique, quelles sont les différences notamment entre l'EDI et l'API, les avantages, inconvénients. Et puis à l'intérieur de ça, quels sont les différents types de messages utilisés. Et puis un quatrième webinaire qui va arriver sur octobre-novembre, dédié vraiment aux PME, aux gens qui débutent dans la connexion, dans la digitalisation, sur comment connecter des échanges à partir de fichiers CSV ou de fichiers Excel. Voilà, comment commencer à aller sur des échanges numériques. Alors, on a une question. Quel budget prévoir pour la mise en place d'un EDI? Je ne sais pas si ça va être facile de répondre à ça. Je pense que là, alors vous m'arrêterez si vous avez d'autres éléments en plus à dire, mais je vous invite à venir à attendre les travaux justement du CSF qui vont vous aider à digitaliser vos échanges pour savoir où aller justement, parce qu'en fonction de si vous partez sur l'EDI, de l'API, avec quel fournisseur, sur quel standard, ou alors est-ce qu'il s'agit d'échanger des fichiers Excel et de les faire traduire automatiquement, on va être sur des budgets complètement différents. Ce qui est sûr, encore une fois, c'est que le process va être à mettre en avant toute chose. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose, ou Laurent Non, je pense en effet que c'est très très variable. En fonction du périmètre, de ce qu'on veut mettre en place, c'est difficile. Je pense pas qu'on puisse donner une fourchette comme ça, sans rentrer un peu dans le détail du nombre de fournisseurs, du nombre de transactions, du périmètre d'information qu'on veut donner. Ouais, c'est compliqué. Hein. Je rejoins. Au contraire, rien n'empêche de commencer petit avec des quick wins sur des order response, et puis envoyer des fichiers standardisés qui sont peut-être moins complexes à mettre en œuvre que de partir directement sur l'EDI. Est-ce qu'on parle de 5 kg ou de 100 kg euros? Là, je ne peux malheureusement pas répondre encore une fois. Donc, je vous invite vraiment à venir. On parlera vraiment plus technique à la rentrée, donc en septembre-octobre. Et puis, comme ça, vous pourrez voir un petit peu on parle digitalisation des échanges et puis quel coût déjà en interne ça va vous coûter pour mettre en place des process comme ça. Et après, par rapport au coût interne, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que il ne faut pas se tromper en fait quand vous allez établir un budget. Si on vous dit, ben, en fait, chez nous en interne, il va nous falloir une personne pendant 6 mois pour mettre à jour nos données. Donc, il ne faut pas qu'on s'y lance. Il faut bien se dire une chose, c'est que ce que vous ne faites pas en amont, de toute façon, vous l'avez en aval. Hein. Et en fait, vous risquez quoi? Vous risquez ça doit vous arriver peut-être de recevoir pas forcément le bon composant que vous avez commandé, vous attendez à un autre composant, ou alors la commande que vous avez envoyée au fournisseur, le fournisseur il vous dit attends, celle-là, je peux pas l'intégrer normalement. Tu m'envoies une commande de 1000 pièces, la bobine, elle fait 2000, donc ton conditionnement, il n'est pas à jour dans le système. Enfin, voilà, et tout ça, ça donne du boulot, en fait, qu'on ne voit pas nécessairement, en tout cas, au départ, et qui est un vrai coût pour l'entreprise. Donc, il y a l'aspect budget, qu'est-ce que ça va coûter quand on fait appel à des traducteurs ou autres, c'est une chose, mais l'aspect préparation de nos données, validation de nos données, c'est de toute façon quelque chose qu'on est malheureusement obligé de faire en amont. Donc, de façon beaucoup plus concentrée, et c'est là où ça peut donner une impression de dire, tiens, ça va nous coûter cher. Mais sinon, vous le faites en aval tous les jours un petit peu, et ça passe peut-être un petit peu inaperçu, mais ça coûte cher aussi aux entreprises. Oui, je pense que c'est un point important à lever, c'est-à-dire qu'il y a le budget
potentiellement d'implémentation, c'est-à-dire voilà, bah, on veut y aller, on se donne une période pour faire un pilote et puis après peut-être intégrer nos X plus gros fournisseurs ou X plus gros clients. Bon, ça c'est une chose. Hein. En effet, tout, comme l'a évoqué Claude, tout dépend du travail qu'il y a à faire. Et puis après, il y a, on va dire, les frais de fonctionnement. Par contre, ça, c'est certain qu'aujourd'hui, nous on voit chez Watts le ratio entre le temps gagné et le coût de fonctionnement est largement bénéficiaire, quoi. Après, tout dépend de la taille des équipes, tout dépend de la taille du. Ouais. Le nombre d'échanges aussi, transactionnels, qui va rentrer en ligne de compte. Est-ce qu'on a 500 commandes, 500 lignes, 500 postes de commandes par mois, ou est-ce qu'on en a 5000, 10 000? Donc, il y a une notion de traduction, on va dire, pour côté EDI, généralement one shot sur la partie fournisseur ou sur la partie acheteur. Et après, lorsqu'on traduit, on va vers on va dire une norme pivot. Ça se fait automatiquement après validation des données. Ça, c'est hyper important. Et derrière, après, ça va être vraiment la volumétrie des échanges. Ensuite, dans cette volumétrie, quels sont les types d'échanges qui vont être mis en place? Ça peut aller du master data, juste des échanges de produits pour que les deux soient en phase. Ensuite, ça va être à la commande. Pour la commande, peut-être la modification de commande, puis ensuite la réponse à la commande. Et on va passer après au prévisionnel, et ainsi de suite. Et donc là, du coup, il y aura une traduction par message, obligatoirement en EDI, one shot évidemment, qui est évolutive. Voilà, on ne peut pas trop dire en termes de prix par rapport à ce qui est annoncé là. Je pense qu'on est plus proche des 5 que des 100, mais bon, après ça, c'est difficile à... Non, clairement, ouais. Plutôt 5. Ah oui. C'est plutôt de ce côté-là que... c'est difficile. Surtout dans le fonctionnement, enfin, il n'y a pas grand-chose. Voilà, mais... Parfait, on a une réponse. Merci, messieurs. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jean-François, je voulais juste lancer un petit appel là, par rapport effectivement à ce groupe de travail au sein du CSF. On manque un petit peu effectivement de force vive. Donc, ceux qui veulent éventuellement participer, qui souhaitent participer activement au projet pour apporter leur contribution, ou même qui sont volontaires pour effectivement servir de pilote pour ce projet, n'hésitez pas à vous manifester et effectivement on prendra contact avec vous pour la suite, pour effectivement vous tenir informé de l'avancement et vous impliquer dans les différentes étapes du projet. Ouais, quelle que soit votre taille et votre niveau de maturité sur l'EDI, je sens, pour lancer le pilote, il faut plutôt des tailles et pareil pour réfléchir autour de tous ces process-là. N'hésitez pas à nous écrire. Très bien. Merci à tous. À bientôt au mois de septembre. Merci. Merci aussi. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt.